Mais c'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président, pour cette large vue dans laquelle vous êtes revenu très bien sur l'idée de vie nouvelle. Parce qu'au fond, c'est comme vous voulez entendre par vie nouvelle, ce n'est pas sur le plan purement territorial, c'est-à-dire déplacer la ville, c'est qu'au fond, on déplace le concept, la conception de la ville dans sa périphérie. Maintenant, on arrive, on distingue bien ce qui se faisait avant et ce qui doit désormais se faire. Deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est le gars qui ici, le département, les institutions fortes. Moi, je suis même pour que l'État soit davantage répressif en matière de politique humaine. Parce que si on n'a pas un État répressif, le monde d'espace est déjà demandé parce que le monde dans cet État fait ce qu'on veut et les autres veulent. Pourquoi ça l'État soit un État faible qui fait de la violence administrative à chaque tour. L'État doit être répressif pour qu'il y ait une société humaine. S'il n'y a pas de communes répressives, solides, qui ont des enjeux pour casser leur faut casser les contrevenants, on ne peut jamais avoir, parce que chacun doit d'abord s'installer avant de voir. Les gens qui demandent leur bon allègrement avec du matériel définitif, avec des clôtures. Ça va, on est ici, mais il va faire sa clôture, la bibliothèque d'abord. Ça, c'est deux ordres. Si l'État n'est pas fort, terminé, la route va se fermer. Ou bien le garage, vraiment carrément sur la route, on installe un garage, on met son garage sur la route. Et moi, c'est de ça que parlait un peu le président de l'homme des humanistes. Merci beaucoup. C'est toi qui sortes. Voilà. On prend le coup de sortir de ce centre-là, mais pas. Je vais faire un peu de l'aide. Français. Merci pour la parole donnée. J'adore cette voiture à toutes et à tous. Merci pour les belles présentations, en particulier celle du professeur Tata qui m'a encadré pendant plusieurs années à l'université de Chang. Ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le modérateur, c'est que l'État doit être répressif. J'ai envie de demander c'est qui l'État? Et maintenant, être répressif envers qui? Je m'explique. Nous travaillons dans la mangrove parce que lorsque nous disons nous travaillons dans la gestion durable des forêts, c'est en particulier la mangrove, c'est ça notre zone cible. Et on travaille principalement sur l'île de Madoka. Figurez-vous que les sorties de l'île de Madoka, on ne travaille pas qu'à Madoka. Prenons simplement la mangrove que vous pouvez, ou bien même bois des singes. Arrivez un peu de ce côté, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont pris ces espaces, ce sont des ministres, c'est ce qu'on appelle l'État. Ce sont ces personnes-là. Maintenant, à qui d'être répressif? Parce que l'on va mettre l'accent sur les communautés locales, c'est ces petites personnes qui ont pris quelques mètres carrés pour se faire des cabanes, mais on oublie ces personnes-là, ces membres de l'État qui ont pris des hectares et des hectares. Je ne le dis pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je travaille sur le terrain et c'est ce que je vois tous les jours. Merci. On vous le bon. Deuxième intervention. Deuxième intervention. Venez parler là de ce que je suis en train de dire. Moi. Oui, ça vient. Ça vient de l'école. Ça vient. Thank you, Mr. Moderator, for giving me the opportunity to ask my question. Before I ask my question, I'd like to intervene in one question that came from the other side. He was talking about should we develop our towns or because we don't pollute, but it discourages us from developing. But the answer I have to that question is in two phases. One, our level of technology doesn't permit us to do that. If we develop and have catastrophes, we might not face them like what the European countries are doing. Second, where we find ourselves, we are not at the poles, we are at the tropics. So we feel climate change impact more than those at the polar zones. And if I should go back to my question will be addressed to the Professor Fata. He was talking of erosion, urban erosion, and how we can prevent urban erosion. But I think he was more focused. When we talk of erosion, there are two types of erosion. We have erosion by water and by wind. So he was more focused on erosion by water. That is, and he gave us
aspect how we can find this erosion. We talk of planting eucalyptus to absorb water so we can reduce the water table and the level of the soil. But eucalyptus to have their own after effect if you want to look at it, because their eucalyptus can really store water for a very long period of time. So is there no other better mechanism we can use to find that? Thank you. Thank you. Thank you too. Oui, monsieur. Vous avez 2 minutes finalement. Merci pour la parole donnée. Je tiens à remercier les différents panélistes pour leur présentation de plus enrichissante. Permettez-moi de me présenter, je suis le docteur Jean-Paul Panel, enseignant au département de géographie de l'Université de Tchad. Ma question s'adresse au professeur. Je suis du département de Beaux-Arts à l'architecture. Alors, j'aimerais savoir quels pourraient être les enjeux de l'éco-habitat dans une ville, dans la ville de Fouba. Ma deuxième question s'adresse au coordinateur de Forêt des Avoirs. J'aimerais savoir, est-ce que la nourriture urbaine pourrait être une réponse au chômage au Cameroun? La deuxième est de savoir quelle pourrait être, comment rendre la culture urbaine durable dans un contexte marqué par des crises urbaines. Je vous remercie. Comment rendre la culture urbaine durable dans un contexte marqué par des crises urbaines. Je vous remercie. Madame. Je suis Madame Foyette, collaboratrice au délégué régional de la jeunesse et éducation civique, en service dans l'arrondissement de la 103e. Je m'interroge sur un fait, c'est celui du partenariat nourriture Habitat. Lorsque le chef de département parlait des prix des terres stabilisées, je dirais que je comprends un peu bien la question. Parce que hier, nous avons réceptionné un bâtiment fait en briques de terre stabilisées. Et ce bâtiment est justement posé devant nos services. Nous avons eu le temps de nous interroger sur le comment et le pourquoi de l'utilisation de ces briques de terre stabilisées. En nous rapprochant de la mairie, on nous a fait comprendre que c'est un projet qui est arrivé dans la région de l'Ouest et qui est installé dans certaines communes. Mais je voudrais vous dire ici que plusieurs personnes sont intéressées, mais ne faisant pas partie, par exemple, de la commune de l'arrondissement de la 103e. Le partenariat ONU Habitat, comment est-ce qu'il peut être vulgarisé de sorte que ces matériaux puissent être utilisés par des personnes qui ne se retrouvent pas dans les communes bénéficiaires de ce projet? Je vous remercie. La question s'adresse à qui? C'est une question très technique. À monsieur le directeur et au chef de département. Voilà. Puisque c'est une question qui est liée au partenariat ONU Habitat l'INDU. Merci. On va prendre. Est-ce qu'elle parlait la même chose? On peut poser la même question. Deux gens sont vraiment intéressés. Oui, deux dernières questions. La demande de Céline. Ok, merci. Bonjour à tous. J'ai une préoccupation en fait, c'est celle des villes côtières. Et le phénomène du changement climatique, la montée des eaux, le recul des côtes. Et j'ai entendu le responsable de l'INDU évoquer la résilience, la quantification dans la route. Compte tenu du contexte de Douala aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir pour se mettre au niveau de l'Antenne? Sur quel pilier pourrait se poser Douala pour pouvoir atteindre le niveau de résilience de la ville de Rotterdam?
tenu comme des changements climatiques aujourd'hui, en ce que le temps dans les 5 prochaines années. Merci. Dernière question. Dernière, oui, monsieur là-bas. Merci, monsieur. Je suis Gabriel Maris, étudiant à l'Université de Tchad. Ma question va sur l'approche du professeur Suleiman. Concernant le cas de l'éboulement de la falaise, sachant qu'avant qu'une infrastructure ne soit menée par des ingénieurs, une étude n'est pas établie. Le passage de la route au niveau de la falaise. Le cas de l'éboulement vient donc des interactions de l'homme au niveau du site ou bien des récents changements climatiques dans la zone de la falaise de Tchad. Et deuxièmement, concernant les mesures d'exploration ou bien de protection, planter les arbres, les eucalyptus, comme vous avez proposé, tout au long des bordures des zones à risque comme le cas de la falaise, peut-être être une mesure de prévention dans le long terme d'autres zones comme celle-là. Merci. Bien, nous avons cette série de questions. Il y en a 5. Je voudrais donc laisser la parole aux spécialistes en commençant. On va suivre l'ordre du départ. Mon problème, c'est le chef du département de l'Olé, le professeur Attal, le numéro 3, le professeur Suleiman, le numéro 4, le professeur. Merci. J'ai deux ou trois questions sur le sein. Je vais commencer par les enjeux de droit au niveau de la conférence. Je peux reformuler et dire les enjeux de l'habitat pour les vies secondaires. De prime abord, je pense que chacun de nous a besoin d'un droit. Chacun de nous a besoin d'un droit. Nous sommes en train de parler de changement climatique. Et on sait, ça a été prouvé, que même si les matériaux de construction est responsable d'à peu près 10% d'émissions de gaz à effet de serre. Or, les matériaux ou les matériaux bas carbone sont des ressources qui sont localement disponibles avec un rapport volume très faible. Ça veut dire quoi? Si vous avez des matériaux localement disponibles que vous voulez utiliser pour la construction, il y a de très fortes chances que ça puisse être abordable pour le plus grand nombre. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan économique, étant donné que ce sont des matériaux dont l'exploitation ne nécessite généralement pas de gros moyens d'investissement ou de technicité très avancée, ce sont des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, ce qui permet de développer l'économie locale inclusive. Sur le plan environnemental, généralement l'exploitation des matériaux locaux ou des matériaux bas carbone ne génère pratiquement pas de déchets. Au contraire, il y a des résidus ou des rejets de l'industrie minière, de l'industrie agricole, de industrielle qui peuvent être utilisés et le travail comme pour la production des matériaux de construction. Donc, vous voyez que les enjeux sont de trois ordres: économique, social et environnemental. Ce que nous avons fait au niveau du département d'architecture et au niveau du centre de recherche en archéologie des matériaux à l'Institut, nous avons réfléchi pour voir comment une maison de 4 chambres, 1 et 4, 3 chambres, salon, 2 douches, cuisine, à peu près bâti sur 8 mètres sur 12, pour coûter à peu près 6 millions réellement, en prenant le maximum de matériaux qu'on a trouvé sur place. Pourquoi? Parce que si nous parvenons à réduire le coût de la construction de 40%, ça veut dire que tout le monde peut un. Donc vous voyez que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Actuellement, avec le programme des Nations Unies pour le développement, nous
échanges. Quand il faut faire les finitions et faire la couverture ou la toiture, le prix est multiplié par 4 ou par 5. Et là, c'est un problème. Donc, nous sommes en train de voir comment trouver une solution adaptée. Donc, je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, on pourra sortir quelques prototypes de maisons témoins qui marchent. Concernant la formation dans le domaine de pièces stabilisées, effectivement, je dis tantôt que l'un des gros problèmes majeurs des matériaux bas carbone, c'est les techniciens. Et comme on a trouvé les techniciens sur le terrain, le technicien vend son prix. Et vous êtes obligé de marcher. Parfois, il vous donne son agenda, vous êtes obligé d'accepter. C'est pour ça que nous avons développé au niveau de l'Institut de Beaux-Arts de l'Université de Jean des formations durées 3 semaines, 6 semaines, 12 semaines. C'est un module qui a été réfléchi pendant au moins 5 ans et il est très flexible. Ceux qui sont déjà opérationnels sur le terrain et qui voudraient renforcer leurs compétences peuvent faire 3 semaines. C'est par exemple la formation que nous sommes en train de planifier pour fin août. Donc je crois que moi je l'ai dit sur le 17 septembre. On va prendre ceux qui sont déjà sur le terrain et qui voudraient mieux maîtriser pour pouvoir renforcer leur capacité. Il y a aussi la possibilité de former des gens qui sont d'un niveau plus élevé, niveau master. On peut le faire. Donc, c'est un problème réel. Tant que nous n'avons pas une masse critique de techniciens sur le terrain, la main de va continuer à coûter cher et on va penser que le matériau local est non abordable. Nous négligeons aussi le secteur du transport parce que le transport entre 15 et 25% du coût global du matériau localement local. C'est aussi un problème. Je crois que j'ai répondu à la question qui m'était posée. Particulièrement pour la ville de Fouban, je pense que ce que je peux dire, c'est que la mairie a à un certain moment essayé de mettre en application la circulaire du Premier ministre qui demande qu'on puisse intégrer le matériau dans le bâtiment public. Cette application a commencé à être mise en place parce qu'on a eu la construction de quelques écoles, de quelques centres de santé et certains bâtiments pour pouvoir soit avec des briques de pièces stabilisées, soit avec des briques de pièces vides. Mais c'est une dynamique qui est assez timide pour le moment. Donc nous avons l'espoir qu'avec l'intégration de cette directive dans le plan de développement communal, si nous avons plutôt des institutions fortes et non des zones fortes, je crois que d'ici peu de temps, à Fouban, vous n'aurez pas seulement le palais, mais vous aurez de l'infrastructure en matériaux localement pouvoir. On va le venir. Je veux quitter les choses sur les choses. Thank you. I will answer Mr. Kamle Marius talking about the environmental impact assessment, whether it has been done for the Kinchan landslide area. I want to understand that before there is a road construction, the Ministry of Public Works always do this first audit, environmental impact assessment, the first document before any road construction. And fortunately, the University of China to work on this particular issue, and experience were shared between the Ministry of Public Works and the University of China. And that is what the China Highway Company is implementing. So in the next future, you will see the area will be very different from what you are seeing now. Thank you. Okay. Merci. On va passer à la parole. Je voudrais déjà reconnaître par rapport à l'évolution. Je parlais de deux types
l'érosion. Déjà, l'érosion a le vent qui est beaucoup plus visible dans la partie septentrionale du Cameroun, où on n'a pas assez de végétation, on n'a pas assez d'arbres, et le vent souffle à une très grande vitesse, et donc ça va aller tout l'espace qui est là. Et c'est un danger pas seulement pour le sol, mais pour les habitations. C'est pour ça que j'ai présenté un projet qu'on a mené dans la zone pour le revitaliser. Parce qu'il faut installer des prises de vent, c'est-à-dire des grands arbres qui vont freiner la vitesse de l'air. Et donc, pour ces zones qui sont déjà dégradées, dans ce projet, on a d'abord installé des packages, parce que ce ne sont que des zones fertiles, c'est pas facile pour prendre puisse pousser. On fait un package qu'on dépose, et au bout de 2 ans et demi, on a un début de végétation et d'arbres. Donc, pour permettre de réduire la vitesse du vent et réduire l'érosion de l'arbre. Et de ce côté, c'est essentiellement la pluie qui est le facteur de l'érosion. Et quand on n'a pas des arbres sur une colline, parce que je vis avec la pression démographique, les gens prennent peu pour aller couper les arbres pour avoir le droit de chauffer. Et je ne sais pas si c'est essentiellement ça qui était à l'origine du glissement de terrain à la falaise, mais je pense que c'est une combinaison de facteurs qui était à l'origine de ces éléments-là. Il y a d'abord la structure du sol qui était un problème, et évidemment le fait qu'il y ait plus de racines, des fortes racines pour maintenir le sol. Et du coup, avec le changement climatique, quand il y a 2 ou 3 pluies qui s'abattent à un moment, l'eau n'est plus récupérée dans les plantes, parce qu'il faut des arbres pour absorber les grandes quantités d'eau. Et donc l'eau n'est plus absorbée. Et du coup, ça fait que le sol est très humide et il n'y a plus de racines pour maintenir ce sol. Et on peut s'attendre à un glissement. Donc si on remet les choses en place, il va falloir reboiser la zone pour qu'on puisse maintenir le sol en place. Sinon, ça va être difficile malgré les calculs qu'on va faire de maintenir ça de manière durable. Pour ce qui est de la question sur est-ce que l'agriculture peut, de la collègue, si l'agriculture peut permettre de donner une réponse au chômage, pour réduire le chômage, l'agriculture humaine, je pense que oui, c'est possible. J'ai juste présenté quelques exemples, mais on peut aller plus loin. Parce que la question qu'on se pose toujours quand on veut faire l'agriculture, on se dit où est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a assez d'espace? De nos jours, il y a des possibilités de faire l'agriculture de manière verticale. C'est-à-dire le long du mur, on fait des étagères et on peut cultiver. Dans d'autres pays, on se retrouve parfois des gens sur le long du mur à tenir autour de 300 kg de riz le long du mur. Donc on fait des étagères, des petits compose de manière élevée et on est capable de produire. Je prends un autre exemple qui est peut-être typique ici, les plants d'avocatier. Si vous avez 10 pieds d'avocatier tout autour de votre maison, vous êtes capable d'avoir, si vous
vous suivez bien l'itinéraire technique, d'avoir 70 000 à 100 000 francs à pied en un an. Donc ça vous fait quand même 1 million. Et ça fait qu'avec 1 million, ça veut dire que vous avez à peu près 75 000 francs de salaire par mois. Donc c'est bien possible. Je dis seulement le tour de la maison. Et en plus, si vous faites de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que vous n'apportez pas d'engrais, vous suivez l'itinéraire biologique, ça vous permet d'augmenter votre gain. Moi, j'ai eu affaire avec la laitue à Yaoundé, je vendais un pied à 1000 francs à partir de la station. C'était sur commande. En agriculture biologique. Donc c'est bien possible. Donc il suffit juste d'apprendre et de se lancer dans cette voie. Et de plus en plus que c'est demandé parce qu'on a un problème de pollution au niveau des produits. On a surtout pour les produits qu'on consomme, comme la tomate qui est très polluée et la laitue, par exemple. Bon, je ne sais pas, je pense que j'ai quand même s'il y a une question que j'ai oubliée. C'est la ligne tous. Je pense que le l'écologie est dans la ligne tous. On va passer la parole au directeur pour la réponse. Merci. Je pense que j'avais deux questions, notamment sur le partenariat pour l'Antiga et l'Uzi. Dès que la rappel, c'est juste que vous empêchez de l'entreprise de l'investissement. Ils ont une discussion des équipements qui sont chez les gens de l'opération de l'Iman. Quand vous avez parlé à propos de l'opérateur, vous n'avez pas parlé. C'est pas bien, c'est l'équipement de l'instruction d'Arsénie qui a formé des jeunes qui, comme vous l'avez parlé, c'est juste la prochaine de la première mission. Vous aurez une information sur la mission. Il y avait, si vous voulez, c'est un nombre de formation à travers les jeunes pour la fabrique de cette équipe. Maintenant, sur la deuxième question, voilà, comme on a dit, c'est la qualification. C'est d'abord, je pense que voilà tellement de sur les inondations, sur la qualification, ça vient de faire de qualification au sol. Et juste respecter la qualification pour atteindre ça. Parce que nous connaissons les problèmes. Et comment parce que ça sert à une information que j'ai l'arrivée. Quand on vient de commencer dans l'endroit, vous allez la gagner, allez descendre là, vous allez le dommage un peu plus bas à la balle. Donc c'est juste respecter les qualifications et respecter la sécurité que vous avez choisie. C'est pour ça qu'il faut respecter les choix et laisser mettre vraiment au cœur du système la mise à l'œuvre de l'autre application. C'est là qu'on a vu. Merci beaucoup. La question qui a été suscitée, posée par la jeune dame, quand elle parlait de l'école inclusif, elle a dit que qui sait l'État, quand on voit que les espaces comme les journalistes appellent nos identités sont régulièrement activés, même occupés à l'échelle des États dans les zones fortes. Soit parce qu'ils ont une position dans le gouvernement, et nous m'avons posé la question de l'État, c'est qui? Nous disons qui est le public. Et qui est-ce qui est le public? Le membre de la République, lui a tout seul qui est le l'appareil idéologique, l'école, l'université, les églises et les médias. Ça, c'est les appareils idéologiques. À travers ces appareils que l'État dit ce qu'il veut mettre dans la tête des citoyens. Nous les habitants. Tous les types d'appareils de l'État sont le principe. Et à tout ça, on dit que parmi ces appareils de principe, il y avait la justice, il y a l'armée, il y a la police, il y a le gouvernement, et les finances. Voilà. Donc, l'État doit savoir entre les deux. C'est quoi l'État? L'État, c'est d'abord tout le monde. Et c'est d'abord les lois qui doivent être appliquées. Les lois doivent être respectées.
la justice doit être professionnelle. Il n'y a pas cette chose-là, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État. Donc, nous voulons se dire que le fond, la plupart se voient quand elles sont enfreintes par certaines personnalités. Et donc, nous devons rester là, et il faudrait que ce soit ici. Le ministre a commencé de dire que c'était dans le demander à se déléguer. Mon père le MICAF a demandé à se déléguer au cadastre pour mieux plus sur les plans de lotissement sans espace vert, sans mais justement, si vous vous dites un espace vert qui a été laissé, une déchetterie qui a été laissée dans un lotissement qui a été racheté par un effort. Et il a fermé toutes les voies qui avaient été posées là. Les grands de l'homme qui avaient été posées, de le respecter. Donc, que va être la solution? C'est toujours de casser la vision politique. La vision politique peut être que, et là, je vous dis autre chose, c'est plutôt mon esprit qui dit qu'il faut vraiment discuter la division des pouvoirs. Il ne faut pas que ceux qui exécutent fréquentent même ceux qui jugent. Il faudrait que ce soit vraiment divisé. Que la justice fasse son travail, le gouvernement fait son travail et le législatif fait son travail. Si nous avons cette grande division, nous allons entrer dans l'état moderne. Il dit bien ici, et c'est tout le problème de la crise. En gros, c'est que ces lois que nous faisons, finalement, c'est nous-mêmes qui nous les appliquons. Là où ça marche, c'est dans la loi effort, dans la loi sur toutes les considérations, et dans les possibilités de la justice est réellement indépendante. Là, la réponse qu'on donne du point de vue de l'université. J'espère que vous êtes. Merci beaucoup. Je crois que nous allons applaudir ce grand panel et merci beaucoup, professeur. Nous venons de suivre cette table ronde portait bien sûr le thème table ronde numéro 4 qui portait sur l'adaptation des changements climatiques et renforcement de la résilience aux nouvelles planifications proactives pour prévenir les risques climatiques par les solutions durables, modérées par le professeur Émile Kémouni